Oui. Bon. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode d'IC2S Dental Talk. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir deux pionniers de l'organisation des cabinets dentaires en France. Hervé Buisson, chirurgien dentiste, et son épouse Marie-Jo. Ils ont passé leur carrière à développer, optimiser leur cabinet, à le faire progresser. Si vous faites partie de ces praticiens qui vous demandez comment l'organisation pourrait améliorer votre pratique quotidienne et en quoi elle pourrait l'améliorer, si vous faites partie de ces dentistes qui vous posez la question d'embaucher une assistante en plus de celle que vous avez déjà, si vous vous demandez comment déléguer, si vous vous demandez comment gérer le management au sein de votre équipe, alors je pense que cet épisode peut beaucoup vous apporter. Bonne écoute à vous. Bonjour Marie-Jo, bonjour Hervé. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui sur le C2S Dental Talk. J'avais vraiment hâte de vous recevoir tous les deux parce que j'ai déjà beaucoup entendu parler de vous via mon associé Pierre-Michel Le Prado. Et quand Pierre-Michel parle de vous, il parle surtout de votre cabinet et que parmi tous les cabinets qu'il a eu la chance de visiter, c'est sûrement le cabinet le mieux organisé qu'il ait visité jusqu'à aujourd'hui. Étant donné le nombre de cabinets qu'il visite par an, ce n'est pas rien. La première question que j'avais envie de vous poser, c'est que vous avez fait un cabinet vraiment très organisé, très avancé en organisation. Et j'avais envie de savoir comment vous est venue cette passion de l'organisation. Est-ce que Hervé, tu peux nous répondre? Passion de l'organisation, je ne sais pas. L'organisation, en fait, c'est pas. Elle est géniale, cette question, parce que c'est pas une passion, l'organisation, c'est la réunion. En fait, on est organisé pas pour faire de l'organisation, on est organisé parce que on a envie parce qu'on est passionné et parce qu'on a un savoir-faire et que c'est cette réunion de la passion, je pense, et du savoir-faire qui oblige l'organisation. Mais c'est pas... Vas-y Marie-Jo. Ouais. Moi, je dirais que l'organisation, elle est fatale à partir du moment où tu veux servir un objectif et que tu t'aperçois, si tu débutes et que tu es un petit peu moins organisé, que finalement, tu es largement perfectible et tu as le temps, quand ces premières années de non-organisation se passent, finalement de fatiguer, finalement de moins bien servir les patients et de se rendre compte que beaucoup de choses, avec un flux qui va augmenter au fur et à mesure, vont devenir beaucoup plus compliquées. Donc, ce n'est pas une fatalité, mais c'est vraiment un moyen stratégique. Oui, donc c'est un moyen. On ne se passionne pas. L'organisation nous a passionnés, mais ce n'est pas une passion, l'organisation. Voilà, c'est différent. D'accord, la nuance. Oui, c'est très important. Ça me paraît très important. Et d'ailleurs, on est beaucoup connu pour l'organisation, et c'est un truc que j'ai voulu à un moment où j'aurais voulu modifier, puisqu'en fait, on n'est pas organisé pour être organisé. On a été organisé pour faire des beaux jobs, pour rendre service. Voilà. En fait, l'organisation n'est pas une finalité. Et comment tu as commencé? Est-ce que c'est, comme disait Marie-Jo, tu t'es trouvée en difficulté à un moment, noyée, submergée? Ou est-ce que très tôt dans ta carrière, tu t'es intéressée justement à l'organisation pour pouvoir être plus performant, pour pouvoir faire du beau travail, comme tu disais? Comment c'est venu pour toi? Alors, je crois qu'on est obligé de reprendre l'historique, forcément. Alors, dis-moi, vas-y. Dans l'histoire, c'est une terminale. Moi, passionné d'avion, j'ai fait 4 ans en maths physique. Ah oui. Donc à la fac, j'ai passé un brevet de pilote professionnel, donc je suis pilote professionnel au départ. Ensuite, j'ai fait mon service militaire comme officier dans le contrôle aérien et ensuite j'étais pilote estafette militaire. Et donc j'ai une petite carrière de pilote. Et puis en 76, en fait, après le choc pétrolier, on a dit qu'il fallait plus besoin de pilote et voilà. Et tout d'un coup, je me suis dit, on va faire dentaire. Ah oui. Voilà. C'est un sacré virage quand même. Ok. C'est un drôle de virage. On ne m'impliquait pas encore. Non. Tu n'étais pas là, ok. C'est vrai que c'est un drôle de virage. Et donc j'ai découvert l'art dentaire qui au départ, c'était pas un choix d'une passion. C'est devenu une passion par la suite, mais c'était pas un choix de passion. J'ai découvert cet art dentaire et à la fois, cet art dentaire, c'était... aujourd'hui, j'ai envie de faire un beau composite. Aujourd'hui, je vais faire ça. Et c'était des gens qui n'étaient pas du tout organisés. Et venant du monde d'où je venais, où tout était rigoureux, avec des process, des checklists, c'est tout de suite un truc qui nous est apparu, mais complètement has-been, entre guillemets. D'accord. À l'époque. Il fallait bien voir que c'était des rendez-vous. Tous les rendez-vous étaient de 20 minutes et
on ne faisait que des petites choses. Et D'accord. ça, tout de suite, ça ne m'a pas du tout... Ça voilà. t'a pas convenu, quoi. Et puis après, pendant les études, bon, j'ai eu la chance de rencontrer des grands professeurs, qui m'ont beaucoup aidé. Je penserai à Machtou, je penserai à Le Texier, on en reparlera après, qui nous ont donné des grands principes sur lesquels on a pu partir. Oui, l'organisation, je reprends, c'est pas du rangement. C'est pas savoir ranger ses fraises. C'est vraiment, on part vraiment de beaucoup plus haut. On part de la fin. Oui. C'est-à-dire, je veux obtenir tel résultat, donc il faut que je fasse comme ça, comme ça, comme ça, en amont. C'est un moyen pour atteindre... Voilà. c'est une stratégie, en fait. En fait, c'est une stratégie. C'est philosophique au départ. Comment tu as organisé ta réflexion? Parce que là, donc, tu parles de tes débuts, tu fais une carrière de pilote, ça s'arrête, tu pars dans l'art dentaire. Donc, si j'ai bien compris, tu t'inspires de ce que tu as connu dans ta carrière de pilote pour créer finalement des process dans ton cabinet, c'est ça? Pour sécuriser ta pratique, peut-être? Comment ça s'est... En fait, ce qui m'intéresse, c'est... Parce que là, tu viens juste de prendre ta retraite, donc c'est vrai qu'à ton époque, s'intéresser et créer des process, ça me semble extrêmement novateur pour l'époque. Là, aujourd'hui, on parle beaucoup d'organisation dans les cabinets, on parle même de management, on parle de finance, beaucoup d'aspects qui, il y a 15, 20 ans et même plus, n'avaient pas leur place dans les cabinets dentaires parce que, comme tu le dis, on faisait de l'art dentaire. On faisait de l'art dentaire, on parlait de patients, on ne parlait pas de clients, tout était remboursé, il n'y avait pas besoin, on faisait de la belle dentisterie. Si j'ai eu cette chance peut-être, justement, on reprend au niveau de la fac, de reprendre de voir cette dentisterie globale. En fait, c'est d'abord cette vue complète de cette dentisterie globale. En fait, j'ai tout fait sauf les enfants. J'ai jamais soigné d'enfants. D'accord. Et j'ai jamais fait de pédo. Mais en fait, j'ai fait donc toutes les, j'allais dire les trois mamelles, la paro, l'endo et la prothèse. Et tout ça était multidisciplinaire et toujours tout en même temps. On y reviendra après au niveau de l'organisation des soins. Mais avant de faire l'organisation des soins, et ça c'est grâce à Marie-Jo, en fait tu peux être le meilleur dentiste du monde, mais si tu n'as déjà personne sur ton fauteuil, ça ne marche pas. Je reviens après la fac. Donc après, on a eu la chance d'aller aux États-Unis, voir des hygiénistes, voir des confs d'organisation. Donc déjà en 87, ça nous intéressait. Là, on est revenu pratiquement avec une chose qui m'avait beaucoup surpris. On ne déléguait pas beaucoup à l'époque, puisque de toute façon, on n'avait pas beaucoup de gens autour, donc on ne pouvait pas beaucoup déléguer. Mais déjà en 87, aux États-Unis, on est allé voir des hygiénistes travailler et on s'est aperçu que 80% du travail de l'hygiéniste, c'était de parler, c'était pas de travailler. Donc déjà, une des premières idées, c'était si elle parle, on peut déléguer cette partie-là à quelqu'un. C'est beaucoup devenu de ça au départ. Comment on peut faire. Et vous étiez déjà dans une démarche de recherche, de rechercher finalement des modèles ou de nouveaux concepts. On a beaucoup lu Kilpatrick au départ, qui faut un livre qu'il faut absolument lire, mais qui est de l'organisation pure et dure, qui n'est pas... c'est le savoir-faire. Bon voilà, mais c'est... Ça, c'était pendant les études, le Kilpatrick. C'est après, donc, il y a eu le Canada, il y a eu Brassard, et puis... La découverte de la PNL. Ce qui a un peu structuré tout ça, c'est aussi toute cette ISO 9000, 9001, qui s'est mis en place dans ces années 80, où il y avait comment je peux arriver entre, justement, quelle qualité je veux faire, et comment je peux faire relier ça à la confiance et puis à la satisfaction des patients. Du patient. Qu'est-ce qu'il faut que je mette en place? Donc ça, c'est pas nous. Il a fallu... tout ça, ça a été décrit à ces moments-là. En fait, c'est ça qui était un petit peu génial pour nous. Et donc, il a fallu... Et on le dit bien, je crois que la première chose, c'était savoir maîtriser ces processus. Donc, qu'est-ce que ce processus? Comment les mettre en place? Et on a décidé, donc, dans les années 90, début, à mettre en place et à faire ces processus, à faire avec Marie-Jo. D'accord. Donc, à remettre les ressources qui vont avec, et puis à travailler sur des années avec plein de petites choses qu'il a fallu avaler, entre guillemets, que le patient, il avait des droits, qu'il avait le droit qu'il devenait un client, et ça a été une grosse découverte, et ça a été génial. C'était génial ce moment-là.
Est-ce que tu peux revenir là-dessus justement? Parce que je sais que quand on dit un patient qui devient un client, je pense que ça peut C'était choquer extraordinaire. plus d'un Et dentiste oui. qui nous écoute, même Et oui. encore En fait, aujourd'hui. c'est ce qui a été extraordinaire et c'est ce qui m'a permis d'avancer. Revenir dessus, C'est ce qui m'a permis d'avancer parce que pendant des années et surtout au départ, c'était une grande offense pour moi quand on parlait de clients. Oui, c'est ça. Grande offense. Et en fait, c'est justement le jour où je me suis permis de comprendre que c'était un client, que j'ai pu écouter et que j'ai pu progresser dans mon vous métier. donner du vrai respect. Donner du vrai respect, vraiment. Et c'est devenu un patient, en fait. C'est parce que j'ai accepté qu'il soit un client qu'il est devenu patient. Et Est-ce donc, que je quelle peux distinction tu expliquer? fais exactement entre le Ben, patient et pour le moi, patient-client pour finalement? moi, le patient, je faisais ce qui était le meilleur pour moi. Et le Eh ben, client, tu étais il à y a plusieurs l'écoute choses. finalement? D'abord, il y a des clients, je me suis aperçu, ils voulaient encore plus que moi des choses bien pour eux que ce que j'aurais fait sur moi. D'accord. Il y a beaucoup de subtilité dans ce que tu dis. Après, si je veux résumer, essayer La synthèse. voilà, de bien comprendre et bien exprimer ce que tu dis, c'est que finalement, tu as fait le pari de faire confiance aux patients pour eux-mêmes prendre leurs décisions et savoir ce qui était le mieux pour eux. Tu n'as Ouais. pas pris la Oui. décision pour eux et Mais même tu t'es laissé challenger par finalement ce qui pouvait t'amener à ce qu'ils pouvaient vouloir, quoi, ce qu'ils pouvaient moi, je trouve ce qui est encore le plus surprenant, effectivement, dans tout ça, c'est qu'il y a des gens, on n'imagine pas ce qu'ils veulent pour eux, Oui, tout à fait. plus que ce que toi, tu peux penser. Voilà. Et ça, en tant que patient, ben non, tu lui donnes pas, puisque tu lui dis ce qu'on t'a appris, ce que tu ferais pour toi, et D'accord. en fait, c'est eux après qui te En choisissent fait, pas. ce qu'il faut, c'est parfaitement connaître son patient, c'est-à-dire prendre le temps de vraiment savoir qui on a en face de soi, quelles sont ses valeurs à lui par rapport à sa bouche, par rapport à son désir de bien-être, et à ce moment-là, formuler avec lui un plan de traitement sur lequel, en fait, il est forcément d'accord, D'accord. puisque c'est ce qu'il veut pour lui. Donc en fait, si je veux résumer finalement ta progression, c'est la première étape pour toi, ça a été vraiment de partir sur de la dentisterie globale, c'est-à-dire de ne pas faire Bien des petits sûr, rendez-vous de 20 minutes, carie par bien carie, sûr, coup par coup. bien sûr. Et le deuxième grand virage, ça a été de mettre, de considérer tes patients, du coup, comme tu dis, comme clients et d'adapter tes traitements à leurs demandes finalement et à leurs souhaits, à ce qu'ils pensaient être le mieux pour eux. Alors, on va dire ça comme ça, et ça, c'est toute l'organisation qu'on a eue avec Marie-Jo et tout le challenge. En fait, c'est Marie-Jo qui m'a permis de ça. Je pense que tu vas Alors, l'interroger. est-ce Mais que, oui, c'est elle qui a, en fait, c'est elle qui a, et c'est ça qui est formidable. Alors, à la fois Marie-Jo et à la fois quelqu'un qui est extérieur et qui n'est pas forcément dentiste, qui va justement permettre à ce patient de comprendre des choses pour lesquelles il n'était même pas venu, il ne savait même pas qu'il voulait ça, quoi. d'accord. Oui. Et donc là, Marie-Jo, donc à cette période-là, si j'ai bien compris, tu travailles déjà avec Hervé. Et Oui. En toi, fait, tu j'ai es arrivé jamais à été. quel moment? Voilà, comment ça s'est passé un petit peu? Parce que Ça s'est passé que moi, à la base, si t'es mieux, je suis orthoptiste. Et j'ai commencé donc auprès d'Hervé, non pas comme assistante du tout, jamais, au fauteuil. J'ai dû le d'accord. faire Très peu, 3 très peu, mois, quelque chose très comme peu. ça, Ok, en d'exploser parce que j'avais un ventre énorme. ok. C'est tout, c'est tout. Et après, tout de suite, il y a eu une assistante, puis 2 assistantes. Donc Alors, forcément, d'emblée, il y a eu est-ce des que je choses à gérer en peux... interne. Oui. Bon, d'abord, tu m'as suivi pendant toute une bonne partie de mes Ah, études. Elle me j'ose fait les réciter, donc réciter. elle connaissait le dentaire par cœur. Les pharmacos, j'ai horreur. Hein. Mais Les champignons, une des pas du choses tout. sur lesquelles on s'est rendu compte que ça marchait pas mal, donc c'était un petit peu avant de partir aux États-Unis. Je vais dire 85-86, on a été invités à un dîner un soir chez un couple d'amis dentistes qui travaillaient très bien tous les deux. Et ben écoute, on s'est aperçu, il y a un moment, je leur dis, ben vous, de toute façon, vous êtes Vous avez de la dentistes tous les deux, chance. vous avez de la chance tous les deux. Et ben en fait, rapidement, notre chiffre d'affaires était 2 fois le leur. D'accord. Oui. C'est-à-dire Enfin, si que, on peut résumer l'affaire au chiffre d'affaires. oui, En oui, non, fait. mais Oui. entre guillemets, nous, à deux, sans s'en apercevoir, on avait déjà une puissance qui Supérieur. était le double, enfin pratiquement du double d'un dentiste ennemi. Uniquement parce que on savait déléguer, on avait déjà mis en place quelques Organisé. petites choses d'organisation. Ça a été pour moi une petite flamme. Et là, et ce dentiste, en plus, le savait bien et se rendait compte. C'est ça qui D'accord. était assez drôle. C'est qu'eux travaillaient tout seuls, tous les deux, sans assistante. Moi, j'avais déjà 3 assistants, très rapidement, en 85. Oh, bah oui. Et alors que j'étais diplômé de 81.
Ah oui, d'accord. J'avais déjà Marie-Jo et 3 assistantes en 85. Ah oui, et Et donc Marie-Jo très aussi. et Ok, Marie-Jo aussi. Et donc très rapidement, on s'est aperçu que oui, il y avait quelque chose qui marchait. Mais au départ, j'y croyais pas forcément. Ça a été peut-être une petite des révélations. Hmm. oui, Bon, après, ça a confirmé tes choix et ça t'a encouragé à continuer dans cette voie finalement. Hmm. exactement, hein, c'est là-dessus qu'on est un petit peu parti. C'était une période aussi, il faut resituer, qui était excessivement riche en développement. Oui, Aussi bien au niveau de la connaissance, on parlait de l'éveil personnel, de tout ce qui était connaissance, communication, marketing, ça explosait dans tous les sens. Au niveau technique également, et au niveau aménagement des lieux, il y avait plein de créations aussi. Donc il y avait un développement matériel, intellectuel et émotionnel, on va dire. Donc c'était puissant comme époque. Mais il n'y d'accord. avait pas d'iPhone. Hein. Et là, donc, tu disais que rapidement, donc, tu as eu une, deux, trois assistantes plus Marie-Jo. Et Oui. donc, avec les assistantes arrive la problématique, si problématique il y a, du management. Est-ce que Oui. tu peux nous décrire un petit peu quels sont tes grands principes de management? Alors Comment tu as ça, c'est organisé très ton simple. management? C'est très très simple. Je vais laisser Marie-Jo parler. Ok, ça va. Oui. Non, tu aurais pu répondre délégué. Première étape, c'est sa délégation. Ok. Alors, écoute, que te dire? En fait, le management, c'est toute la stratégie appliquée pour servir un objectif. Tu vois, en fait, Oui, c'est la définition qu'on va donner. Donc, il y a eu plusieurs périodes également parce que bon, tu évolues dans le temps et personnellement et autour de toi, l'équipe change. Mais en gros, ce qu'il y a de certain, c'est qu'on restera toujours des humains. oui, Ça, c'est un premier point. Donc, c'est un management qui peut tangiblement s'appuyer un peu sur l'émotionnel, voire un peu trop. oui, Et puis, il y a une autre chose qui est inséparable, c'est qu'il faut des résultats. Et là oui. aussi, ces résultats, tu peux les suivre à travers le temps. Donc, il faut en permanence ajuster les deux. Il faut à la fois savoir, pour manager un cabinet selon nos critères, à la fois demander, voire exiger, D'accord. contrôler et évaluer quoi et ne pas avoir de laxisme, enfin tu vois toutes ces petites choses là. En fait, manager c'est 30% de temps en fait à voir si l'objectif, on va vers l'objectif, on y va, et puis après tu ajustes en fonction de ce qui est le besoin du moment. Donc c'est quand même Ah, et- le type de management que vous avez adopté, si je comprends bien, il passe quand même beaucoup par la délégation. Oui. Voilà, beaucoup par la délégation. Et est-ce que vous avez rencontré, enfin, est-ce que toi, du coup, Marie-Jo, parce que si je comprends bien, c'est quand même toi qui t'occupais plus de la partie management dans le cabinet, alors, est-ce que tu as eu des difficultés pour, justement, par rapport à la délégation ou même par rapport au management? Est-ce qu'il y a Alors, par rapport à la délégation, je pense que c'est Hervé qui pourrait te répondre par rapport à la délégation pure, s'il a eu des difficultés terrain. Mais en fait, il faut voir que le process un petit peu appliqué, c'est que tu ne délègues déjà qu'à une personne qui accepte la mission que tu veux lui confier, que si deuxièmement, tu lui donnes la formation adaptée pour parvenir à ce que tu veux, que tu vérifies que c'est compris et qu'au quotidien, en fait, tu vérifies aussi à travers le temps que ça reste en fait quelque chose qui est fait comme tu le voulais au début, tu vois. D'accord. Voilà. Donc, l'audit est une chose bien plus importante que n'importe quoi en fait en matière de management. Et l'audit, ça va pas, c'est pas le formulaire que tu remplis, hein, c'est le petit coup d'œil constant sur les Hmm. petites choses où tu vois et tu réajustes. Toi, au niveau délégation, est-ce que tu as eu des dérapés? alors, je vais revenir sur toujours l'organisation. Mm. C'est un peu une organisation à deux têtes. C'est vrai que Oui. de par mon historique, je suis plutôt processus, plutôt checklist, plutôt très donc Très pilote. voilà, très pilote. Donc tout ça a été mis en place et Marie-Jo a eu cette possibilité extraordinaire. Elle avait cette force d'avoir pu mettre tout ça en place et surtout de ne pas le faire comme je le faisais, c'est-à-dire un peu aussi À l'arrache. à l'arrache militaire. Et voilà. Donc en D'accord. gros, par exemple, au briefing du matin, moi j'arrive, je dis un mot, j'arrive à foutre un bordel dans mon équipe en 2 secondes. Je ne sais pas pourquoi. Mais il faut que je me méfie, tu ne peux pas savoir de ce côté. Je sais, voilà. Mais elle a ce don d'arriver avec le même mot, peut-être dit de manière différente, certainement pas exactement le même mot, et tout le monde est content toute la journée.
Alors ça, c'est vraiment un truc, je ne sais pas, Marie-Jo, comment elle pourrait te le dire, comment elle pourrait... Non, je ne sais pas si ça peut se voir là, on ne peut jamais mais douter de la bonne volonté des gens à vouloir faire quelque chose. C'était mieux quand ils passent la porte le matin du cabinet, ils savent qu'ils vont servir un objectif, ils savent qu'ils ont été embauchés pour des missions, ils savent qu'on leur a donné des responsabilités parce qu'on les estime à la hauteur de ce qu'on leur demande de faire. Donc, on n'a pas à douter. Maintenant, les maladresses, on en fait tous, et autant les praticiens que les... Oui, il y en a qui en font plus que d'autres. Que l'équipe, il y en a qui en font plus que d'autres, mais tu n'es pas là pour taper sur le voisin, mauvaise classe. Ah non, c'est moi, je veux dire, c'est pas évident. Donc, il y a ce côté toute mise en place. Et comment le management, en fait, qu'on a mis un petit peu en place, c'est ce que Marie-Jo arrive à faire, c'est un management que j'appellerais émotionnel. C'est-à-dire qu'une fois que tout a été cadré, en fait, il faut s'occuper des détails, s'occuper, comme elle te dit, de faire un petit massage, s'occuper d'un petit mot, parce que tout le reste a été fait. Et ça, c'est pas forcément donné à tout le monde, ou du moins, c'est ce qui permet d'avoir cette tête. Il faut un peu les deux. Parce que si tu as aussi ce management émotionnel sans les processus, ça marche pas non plus. Donc, il faut un bon canevas. Tu peux rien établir si tu n'as pas déjà un bon canevas, une bonne trame. Et en fait, c'est ce côté génial, c'est ce côté génial qu'on a eu ensemble et ce travail qu'on a pu faire ensemble. Par exemple, les premières réunions, nous avions déjà dès le départ, au moins tous les ans, reçu pendant quelques heures nos assistantes, les gens avec qui nous travaillons, pour revoir ce qu'on appelait la visite le réunion de développement. Tous les ans, on faisait une RID, donc une réunion individuelle de développement. L'idée n'était pas de juger quelqu'un, mais de voir où il en était, ce qu'on peut lui proposer. Et ça, on en parlait déjà dans les années 85, alors que ça a été mis en place et écrit dans les grandes sociétés vers les années 90-95. On a eu la chance déjà d'utiliser ces... Je vais annoter une chose. Dans la plupart des grandes entreprises, c'est de l'évaluation. C'est-à-dire qu'on établit un petit peu un schéma des résultats obtenus par quelqu'un et on lui accorde soit une prime, soit un crédit de bonne satisfaction, un badge de bonne satisfaction. Voilà. C'est pas que ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui sont autour de nous ont une vie avec mari, avec enfants, avec veuvage parfois, divorce parfois, des tas de choses. Et c'est une énorme reconnaissance que nous avons envers les filles qui ont travaillé avec nous, c'est qu'elles nous ont fait partager un petit peu leurs problématiques. Elles nous ont fait partager leurs joies aussi. Et donc, tu ne travailles pas avec quelqu'un de la même façon s'il a une vie qui est zen et s'il a une vie qui a quand même quelques aléas un peu impactants. Donc, ces réunions de développement, on les appelait comme ça, parce que le but, c'était l'année qui allait venir, ce n'était pas ce qui s'était passé. Voilà. Ce qui s'était passé, il fallait juste des fois qu'on refasse des mises en équerre pour être bien d'accord quand il y avait une faille de formation, quand il y avait une faille d'exécution, quand il y avait une faille d'écoute, etc., ou une faille relationnelle avec les autres. C'était plutôt ça. Mais dans nos premières réunions de développement, ce n'était pas évident entre nous deux quel était le leader, quel était le leader. Voilà. Cher leader. Et comment déléguer? Et en fait, pour le dentiste, c'est très compliqué. Il faut apprendre à être un petit dentiste. Il faut apprendre à... Travailler l'ego, c'est jamais facile pour personne. Vraiment apprendre petit dentiste. Très important d'être un petit dentiste. Pourquoi? Ça, c'était ma question. Ça me revient complètement comme ça. Si tu es un grand dentiste, les gens, ils vont pas venir à l'assistante. Ils vont faire un ancrage. Ils vont être forcément... non, c'est au dentiste que je veux parler. C'est pas à vous, mademoiselle. Donc, il faut savoir déléguer, c'est savoir... prêter ses jouets. Non, c'est savoir... Quand j'appelle petit dentiste, c'est pas forcément... C'est savoir grandir les autres. On va remettre un autre mot. En fait, pour grandir les autres... L'humilité. Non, mais en fait, il faut faire grandir les autres autour de soi. Voilà. Alors, c'est peut-être pas une démonstration de dire petit dentiste. Le mieux, c'est de faire grandir les autres. Voilà. Mais si tu n'arrives pas à les faire grandir, tu es obligé de te baisser un petit peu. Donc, il faut savoir aussi se taire de temps en temps, effectivement. Oui, c'est ça. Ce que tu veux dire, c'est que tu as accepté d'être un leader, mais un leader qui laisse aussi sa place à Marie-Jo pour faire grandir les assistantes autour et qui accepte de se mettre en retrait pour que tes assistantes aillent un petit peu de l'avant, à l'avant des patients. C'est le principal du leader. Et au-delà de... C'est ça qui est drôle, c'est qu'il y a un moment, il faut qu'il se taise. Quoi. Oui. Et au-delà de cela, dans la partie cellule soins, les assistantes, quand ils travaillaient, c'était un équipier au même titre que les assistantes.
Il n'y avait pas plus, pas moins. Sauf quand il y avait un truc qui, selon ses critères, n'allait pas du tout, où là, c'était lui le chef. Et comme sur un bateau, on redresse le navire, etc. Mais dans les trois quarts des cas, les filles lui disaient, vous faites ci, vous faites ça, comme ci, comme ça. Il le faisait, non pas sur les actes, hein, mais sur l'organisation de ses cellules de soins. Donc ça, c'est les grands principes, oui, c'est de faire grandir les gens autour de soi. Oui, alors c'est peut-être pas un bon exemple de dire se rapetisser. Mais ça revient en fait. Faire grandir les autres, c'est très bien. Voilà. Et donc toi, du coup, Hervé, si j'ai bien compris, donc tu as laissé Marie-Jo s'occuper de la partie management. Et si j'ai bien compris, tu as essayé de te concentrer sur la technique parce que j'ai compris que tu attachais vraiment une importance particulière à procurer de la dentisterie d'excellence pour tes patients. Et ça a été une priorité pour toi. Et est-ce que tu pourrais nous donner peut-être un ou deux grands principes d'organisation qui t'ont permis justement de te consacrer à la technique et de devenir excellent en technique? Oui, alors, d'abord, c'est une dentisterie globale dès le début. Oui. Et dès le début, on est parti sur des rendez-vous qui pouvaient durer une journée. D'accord. Donc, des rendez-vous d'une journée, dès 85, c'était normal. D'accord. J'ai même eu des rendez-vous de 2 jours. Ah oui. Avec le patient qui couchait à l'hôtel et qu'on ramenait chez lui, etc. Oui, oui. Donc, dès le départ, en fait, c'est pour nous faire des rendez-vous qui durent longtemps. C'était normal. Ça, là-dessus, je reprendrai l'exemple de ma vie de dentiste a changé le jour où je suis allé chez les coiffeurs pour femmes. D'accord. Voilà, oui. Minutes en plus. Alors, je prends plein d'exemples comme ça. Hein. Oui. Chez Coiffeur pour Hommes, il y a un fauteuil et tu arrives et les gens sont autour du fauteuil et quand le fauteuil est libéré, on prend quelqu'un d'autre. Le coiffeur pour femmes, en fait, il y a plusieurs fauteuils. Quand tu arrives, il n'y a pas de salle d'attente. On t'installe tout de suite au shampoing. On t'installe tout de suite à chose. On te donne quelque chose à te proposer. On te dit que tes cheveux sont importants et que tu as un produit peut-être que tu n'as pas essayé. Tiens, et on va vous donner un petit catalogue et vous prendrez bien un petit café. Voilà. En fait, c'est la même chose en dentisterie. On lui donne de la valeur. On lui donne de la valeur. On reviendra après sur l'organisation, mais c'est ce qui nous a permis donc de travailler sur plusieurs fauteuils. Travailler sur plusieurs fauteuils, c'est pas la course contre la montre. Non, c'est pas avoir un rendez-vous d'1 heure sur un fauteuil, un rendez-vous d'1 heure sur le deuxième fauteuil, un rendez-vous d'1 heure sur le fauteuil, un rendez-vous d'1 heure sur celui-là. C'est au minimum tous les jours avoir un rendez-vous au minimum demi-journée, 3/4 ou journée même. D'accord. Et l'autre fauteuil va servir au nouveau patient parce que celui qui est là toute la journée, il va se reposer, on va lui donner le café, on va lui expliquer ce qu'on vient de faire, on va repréparer tout le reste et pendant ce temps-là, tu as largement du temps pour revoir un premier, pour faire un plan de traitement, pour aller voir... voilà, c'est comme ça un petit peu qu'on a travaillé. Donc en fait, oui, c'est le coiffeur pour femmes qui m'a beaucoup... Et donc ça t'a permis de te consacrer à la technique, tout simplement parce que le fait de faire des rendez-vous longs, tu as pu progresser. Enfin, explique-moi, parce que dès le départ, en fait, c'est savoir organiser des plans de traitement globaux. Oui. Et savoir que tous les actes doivent être suivis de quelque chose. Donc, tous les actes sont liés. J'ai fait aucun acte partiel. Il n'y a jamais d'acte partiel. Je n'ai jamais fait une endo sans poser la digue. Jamais. Et la digue, elle est étanche. Je n'ai jamais... Voilà. Tous les actes se suivent et sont liés les uns aux autres. Et il n'y a pas d'acte partiel. Il n'y a pas de petit acte et une urgence ne permet pas de faire un acte partiel bien sûr. Suivi. Oui, non, mais souvent, classiquement, un cabinet à patient vient, il y a une endo à faire, c'est ouverture et à la limite le traitement et le patient n'est pas patient du cabinet et ne revient pas spécifiquement dans le cabinet qui l'a soulagé de sa douleur. Ça, c'est quelque chose qui est important, de comprendre que cette personne-là, elle est venue pour qu'on soulage sa douleur, mais pas pour qu'on fasse spécifiquement tout. Non, en gros, ce que veut dire Marie-Jo, c'est que c'est vrai, on voit quelquefois on va extraire beaucoup de dents dans lequel le traitement canalaire a été fait. C'est un échec ça a été un échec pour tout le monde, puisqu'on a fait un traitement canalaire, il n'y a pas eu de suite, ça ne servait à rien. Ça ne servait à rien. Personnes, tu veux dire les praticiens. Je ne dis rien, moi. Ça peut être aussi un... Bon, voilà. Mais c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a plein de... Donc, quand on fait quelque chose, le plan de traitement il doit être global, la finalité doit être faite. Et souvent, dans une bouche, si tu veux y passer du temps, ça prend beaucoup de temps.
Ce n'est pas en 20 minutes qu'on peut faire quelque chose. Ça prend beaucoup de temps. Et donc, concrètement, comment tu t'organises? Parce que comme tous les cabinets de France, tu dois avoir des urgences. Enfin, comme tous les cabinets de France, il y a des gens qui veulent juste soulager leur pulpite et qui veulent voir plus tard on va déjà parler des… C'est tellement compliqué ce que tu es en train de me demander. Normalement, je l'explique avec des visuels que je n'ai pas, mais c'est peut-être pas plus mal. On va Donc d'abord, tous les actes doivent être groupés. C'est-à-dire qu'on ne commence pas d'endo si derrière, il n'y a pas la reconstruction, il n'y a pas la chirurgie avant, il n'y a pas la prothèse provisoire, il n'y a pas… Et quand on en a fait une, on fait tous les soins qui sont dans le même secteur et on fait tous les soins qui sont dans… Voilà, tout ça, Et le plan de traitement a déjà été accepté, bien sûr, et devis signé. Tout a été accepté. On a passé beaucoup de temps avant. Alors du coup, je t'arrête là, parce que j'ai une question qui est même plus importante que celle que je viens de te poser précédemment. C'est comment tu as fait justement pour avoir un taux d'adhésion à tes plans de traitement qui soit si bon, qui soit si fort? Je leur disais même au départ, c'est-à-dire tu peux être le meilleur dentiste du monde, si tu n'as pas la personne sur le siège, ça ne sert à rien. Donc tu as une question très importante et c'est là où toute la… Donc je vais redonner tout de suite à Marie-Jo. Donc, en premier lieu, c'est effectivement… Je reprends un autre exemple, mais… Vas-y, moi j'aime beaucoup tes exemples. Le coiffeur, alors, ça m'a plu. Je reprends un autre exemple, mais je parle beaucoup en images, comme ça, c'est très important ces images-là. Tu as déjà… Alors ça, c'est un représentant qui nous l'avait dit. La recette du lapin à la moutarde. La recette du lapin à la moutarde, par quoi ça commence? Non, j'attends. C'est prenez un beau lapin. D'accord. Donc, entre guillemets, à la fac, on t'apprend à faire le lapin à la moutarde, mais on ne t'apprend pas à aller choisir le lapin. D'accord. Donc, ce n'est pas la technique. La technique, on la sait. C'est ce que j'ai dit au départ, c'est le savoir-faire. Ça, il faut l'apprendre, c'est vraiment important. C'est le béaba. C'est le béaba. On ne parle même pas de ça. Après, tu peux très bien vouloir faire les plus beaux traitements du monde. Effectivement, si tu n'as personne sur le fauteuil qui a envie de le faire, ça ne sert à rien. Oui, on est d'accord. Donc, pour avoir un patient, effectivement, et pour avoir tous les jours au moins un patient qui reste une demi-journée minimum, 3/4 ou une journée, et oui, ça, c'est un vrai boulot. Et bien là, au cabinet, on avait bien 2-3 personnes qui étaient pour ce boulot-là. D'accord. Et toute cette mise en place qui permet de ça. Donc, c'est vraiment pas, c'est pas on ouvre la porte et puis on choisit. Non, c'est vraiment un gros travail. Ensuite, je vais laisser après la parole à Marie-Jo, mais il y a des trucs importants par rapport à comment faire, comment le taux d'acceptation, quel est le truc. Alors, il faut déjà que la technique… Et puis, il y a une autre chose importante, c'est la notion de goulot dans l'organisation. La notion de goulot, on voit à peu près ce que c'est. Je vais reprendre un autre exemple. L'autoroute qui va de Chartres à Paris, il y a 4 voies. Et quand elle arrive à Paris, il y a un tunnel avec 2 voies. Eh bien, tu peux mettre 4 voies au départ, ça ne sert à rien. L'important, ce qui sort, c'est les voitures à 2 voies du tunnel. Donc, si tu as des goulots, c'est-à-dire que si tu ne sais pas présenter tes plans de traitement, si tu ne sais pas motiver… Non, parce que tu peux faire de l'endo, tu peux faire des trucs, tu peux aller très très vite à faire de l'endo, à la fin, tu n'auras fait que de l'endo. Parce que tu as le goulot, et ça arrive très très souvent, je le vois tout le temps, où des gens font très très bien leur travail, mais ça ne suffit pas, on arrive à un goulot et à la fin, ce n'est pas terminé, les gens ne sont pas soignés. D'accord. Aller au bout de l'endo, c'est bien, mais si à la fin, il n'y a rien, ça ne sert à rien. C'est nul. C'est reculé pour mieux… Non, ce n'est pas de la dentisterie. On a fait de l'endo, on n'a pas soigné quelqu'un, on n'a pas donné satisfaction à nos patients clients. D'accord. Donc, en fait, toi, tu t'es concentré sur la 4 voies, tu t'es concentré en amont du goulot, si j'ai bien compris. Non, pas en amont, non. Moi, mon truc, c'est aussi que le goulot s'élargisse. Donc, trouver dans notre organisation, qu'est-ce qui va coincer. Quelquefois, accepter de moins faire de traitement technique pour pouvoir ouvrir certains goulots. Les goulots, c'est vrai que c'est les acceptations des plans de traitement, c'est de l'endo, c'est amener quelque chose. Tu comprends ce que je veux dire pour que… Même en endo pur, reprenons l'exemple en endo pur, tu as certains cas où tu dis il faut qu'il y ait une désinfection plus prolongée, où on mettait les patients avec un bon ouvrage, toujours la digue et bien allongé avec un peu de… Un patient avec la dent, c'est comme chez le coiffeur pour femmes, un patient avec la dent, avec une digue étanche, peut rester 20 minutes et puis il peut attendre, il se repose, il a la digue, il a la bouche fermée, on lui donne la lire. Mais ça, c'est plus technique. C'est plus dans la technique. Ça, c'est pour optimiser le temps un petit peu, si je comprends bien. Voilà, là, on est dans des trucs d'organisation parce que les gens ne comprennent pas. Ils se disent, mais je vais être trop…
je vais être trop fatigué En si fait, j'ai quelqu'un une faut journée. Mais jamais c'est pas quelqu'un une préjuger. journée. On Ouais. prend du temps, on va doucement, on explique. C'est même beaucoup moins fatigant que d'avoir un patient toutes les 20 minutes. C'est même tellement. Et puis, D'accord. c'est beaucoup plus productif. C'est Et, beaucoup plus productif. et toi, Marie-Jo, pour rebondir sur ce Vas-y. que disait Hervé Ah, par tu rapport as à l'acceptation des plans de traitement, est-ce que, non. enfin, j'imagine que c'est un petit peu compliqué parce que je vous pose beaucoup de questions sur l'organisation, beaucoup de questions sur votre organisation, et je sais bien qu'on ne peut pas tout résumer en 10 minutes, mais est-ce que tu pourrais nous donner peut-être une technique ou un grand principe que tu as appliqué pour justement aider Hervé et puis aider les patients à accepter les plans de traitement? Oui, il est clair que le patient, quand on disait tout à l'heure que c'est son traitement, donc c'est lui, il n'y a que lui qui sait ce qu'il veut pour lui Oui, et personne ne se connaît mieux que lui. d'accord. Donc la règle, elle consiste à être soi, très authentique. Jamais, jamais avoir une idée de dire bah, ce patient-là, allez, je vais réussir à tous les coups, il va accepter son plan de traitement. Non, il l'acceptera s'il estime que toi, tu es réellement authentique. Il acceptera son plan de traitement s'il estime que tu travailles pour lui, que tu n'es pas, entre guillemets, la salariée du cabinet, que tu es quelqu'un qui le respecte, le laisse parler, l'écoute, voire lui fait dire plus peut-être encore, mais sans manipuler, et, euh, et lui donne simplement des moyens d'étayer son désir. C'est-à-dire que Ouais, tout le monde, je ne connais pas une personne qui échappe au fait de vouloir le meilleur pour elle. oui, Ça, c'est clair. Tu vois, ça, c'est un point commun qu'on a avec le patient. Donc, la règle que nous appliquions, c'était simplement de donner de l'écoute et puis de faire parler le patient, c'est-à-dire de lui faire nous transmettre ses valeurs et la façon dont lui, il estime qu'était sa bouche, de ce qui est pour lui, non pas l'idéal, mais ce qui lui serait confortable. Et à partir de cela, en fait, c'est vrai qu'on avait une très très grosse iconographie. Tu peux imaginer qu'à travers 30 ans de métier, l'iconographie, elle n'a fait que grossir. Ça, c'est aussi une règle très importante d'organisation. Iconographier tous les cas dès le début. Parce que d'accord. le fait de prendre une douzaine de clichés radio, de photos et d'avoir un status radio bien au point, ça permet vraiment au patient le plus basique de comprendre. L'image, on est dans l'époque de l'image, hein, donc en fait les gens, quand ils voient leur bouche, jamais ils n'imaginaient souvent qu'elle était comme ça. C'est largement supérieur à la vidéo qui est, qui est introspective. La salive est dérangeante et c'est quelque part, selon mes critères, un petit peu du viol, quelque part. La D'accord. caméra, elle débarque trop vite dans la bouche des patients. Marie-Jo dit ça parce que, excuse-moi, nous sommes allés acheter notre première caméra aux États-Unis et en fait, c'est une époque où on n'avait que des diapos. Oui, Et cette époque où la caméra était mise en place. Et en fait, oui, la caméra nous a dérangés parce que voilà, les gens sont allongés, ils ne sont pas à Oui, l'égal oui. de toi. Voilà, tu Et as aussi cette c'est notion de position, effectivement, avec la caméra. En fait, c'est de. Et ben, donc progressivement, les gens disent qui ils sont, disent d'accord. ce qu'ils veulent. Et à partir d'une certaine connaissance du patient collecté, Hervé vient me rejoindre. Et là, D'accord. lui, à chaque fois que vous êtes face à un patient, Marie, vous savez ce qui est globalement la meilleure ou une des bonnes solutions pour eux. Oui, oui, Et oui. donc, vous pouvez venir avec votre technique. L'humain a déjà devancé. Donc, je restituais oralement à Hervé ce qu'avait dit le patient. Et le simple fait qu'il annonce de la tête, qu'il soit d'accord, etc., la façon dont il se comportait le guidait pour finaliser, en fait, finalement, le plan de traitement. je sais pas D'accord. si c'est pas évident cette façon de. On est dans la relation, donc on oublie plein de choses. On oublie qu'avant il y a eu le premier rendez-vous, que le premier rendez-vous a été avec moi. L'ancrage. Le premier rendez-vous, ils viennent voir le dentiste, point barre. Ce rendez-vous, il ne dure pas plus d'une demi-heure. Et déjà, dès l'époque, on prenait des diapos. La grosse difficulté, c'est pas ça que je reprends, c'est qu'il fallait qu'on aille faire développer nos diapos. Et c'est pour ça que pour nous, le premier rendez-vous, c'est tout. Ça dure une demi-heure, c'est une prise de contact, on soulage, on regarde, on prend les éléments, on se présente et on se reverra. Ça, on l'a mis en place parce que comme on avait des diapos qu'on ne pouvait pas les développer tout de suite, il fallait qu'on Oui, attende. Et en ok. fait, c'est ce problème également du numérique qui veut que tout soit tout de suite. Et je pense que ça, c'est pas forcément bon.
chacun en fera Faut ce qu'il laisser veut. du temps au temps. Mais pour moi, je trouve ça extraordinaire de premier rendez-vous. Le premier rendez-vous, les gens, ils n'ont pas trop envie. Il ne faut surtout pas faire de petit détartrage lors du premier J'allais le rendez-vous. dire. Surtout pas. La plupart des gens viennent et puis disent, moi, je veux juste un petit détartrage. Et en fait, ça veut dire bonjour. Voilà. Je voudrais que vous occupiez de mes dents. Oui, D'accord. Voilà. Mais eux, ils savent pas parler dentiste. Donc, moi, j'ai mis du temps à comprendre que je voudrais un petit détartrage. C'est pas un détartrage. Parce qu'un détartrage, ça fait mal, c'est horrible, c'est terrible. Il n'y a pas plus compliqué, il n'y a pas plus douloureux qu'un détartrage. Alors, il y a quelques patients qui, à la fin, disent « Mais vous ne me faites rien aujourd'hui ». Ça, c'est terrible parce qu'il faut absolument les répondre. Donc, on enlève les taches qui sont sur les dents et puis point barre. Mais on a pris tous les éléments. On a également pris ça avec les radios. Nous, au départ, on avait des radios, même un petit truc où on avait le truc pour développer la petite radio. Et on ne pouvait pas répondre tout de suite. Ce problème du numérique, c'est génial. Et à la fois, on se sent obligé de répondre tout de suite. Donc, je crois que ce serait bien de... Nous, on propose ça, enfin, du moins, c'est ce qui marche, ce qui a marché. Hein. On est là, on est bien d'accord, on a pris notre temps. Oui. Hein. Mais voilà, on vous donne ce qui nous a marché. Nous, ce qui a marché, c'est le premier rendez-vous dure une demi-heure. On ne fait surtout rien, on ne fait surtout pas de petit détartrage. On fait ce qu'on appelle un petit éclaircissement si jamais il y en a besoin. Donc, on va nettoyer. Un petit polissage, tu vois. Oui. Donc, parce que les gens, mais ils ne savent pas que tu n'as pas fait de détartrage. Tu leur dis, moi, j'ai fait ce qu'il faut. Enfin, du moins, on a fait essayer. Et puis, ils sont contents parce qu'ils ont les dents blanches et on a enlevé les taches. C'est gratuit, tu ne prends rien. Voilà. Et à ce moment-là, on les revoit pour leur expliquer ce qu'on peut faire, quels sont les détails. Ils ont vu qu'on avait pris quelques radios, qu'on a pris quelques photos. Et comme nous n'avions que des diapositives, nous étions obligés de se revoir la semaine d'après. Et en fait, on a toujours suivi ce schéma-là. Même et surtout, dès qu'on a eu la caméra, où on s'est rendu compte que ça ne marchait pas du tout, parce que là, on était dans l'immédiateté, et ça ne marche pas. Et le non-respect. Et le non-respect, parce que les gens, ils ne sont pas venus pour que tu regardes leur bouche en grand, Oui. Ils sont venus pour que tu te présentes, qu'est-ce que tu vas leur faire. Et donc ça, c'était très bien. Et pareil pour la radiographie numérique. Actuellement, on a la radio immédiatement, il faut qu'on réponde immédiatement. Et il y a des fois, avec la radio numérique, je vais dire, j'attends le résultat. C'est pour ça qu'on on a des radios avec développement à côté. D'accord. Ça me permet de dire, c'est pas immédiat. Je ne suis pas en argentique, bien sûr. Mais tu sais, on va développer la radio à côté. Voilà, donc ça donne un certain temps. On est vraiment dans un petit peu de temps. Là. Chez le coiffeur pour femmes. Chez le coiffeur pour femmes. C'est ça. Donc, en fait, la règle, c'était premier patient, enfin, nouveau patient, rendez-vous de 30 minutes, qui est un rendez-vous simplement de mise en relation. À l'heure, mise en relation, présentation des valeurs du liquide. Et délégation. Et ça, c'est avec un scénario qu'on connaît par cœur. D'accord. C'est-à-dire que chaque phrase, chaque mot est noté et je le connais par cœur. D'accord. Ok. Ça, c'est le premier point. Synopsis, et ensuite, je vais déléguer, je vais présenter et on va retenir un rendez-vous dans lequel on va réexpliquer. Et là, Marie-Jo va intervenir une semaine après. En dehors de toute urgence. En dehors de toute urgence. On est bien. Donc, en fait, d'emblée, finalement, vous présentez comme un cabinet de dentisterie globale, puisque vous refusez de faire un petit détartrage ou de faire quoi que ce soit. Donc, non, c'est comme ça que. Faire un petit détartrage. J'ai compris que tu fais un polissage. Et donc, ça permet de faire la transition finalement vers votre présentation. Elle se fait d'emblée. Oui. Vous êtes un cabinet de dentisterie globale. Et donc, ensuite, ça nous amène à un deuxième rendez-vous où là, tu interviens beaucoup plus, Marie-Jo. C'est toi qui vas gérer le relationnel. Et puis, Hervé va intervenir, à la fin, en tout cas après toi, pour l'aspect technique du traitement. En moyenne, c'est un rendez-vous qui peut faire entre 1h15, 1h30, en fait, consacré à un patient. Même plus. D'accord. Et tu peux déboucher à travers le temps, sur le nombre de patients vus, tu peux déboucher sur des choses qui sont vraiment des exudats vécus que tu dois parfois canaliser un petit peu. Alors, ce qu'il faut se méfier, on a horreur des spécialistes, tous les deux. Oui, on n'est surtout pas spécialistes en organisation. Mais par exemple, tu as des gens qui vont faire un cursus PNL pour être sûr de monter plus vite dans les connaissances de l'autre. Donc, si tu es kinesthésique parce que tu es en train de te frotter le sourcil à un instant, je vais faire une déduction. C'est faux, tu avais juste envie de te gratter un petit peu au même moment où je l'ai dit. Ça tombe bien. Tu as des gens qui vont faire des déductions rapides, donc qui vont commencer à ancrer leur langage de communication dans ce sens-là, etc. Il ne faut pas ça.
On est tous insuffisants dans la connaissance de l'autre. Donc, il faut utiliser, conclusion, tous les supports. C'est-à-dire qu'il faut à la fois parler, ce qui sert les gens qui sont plutôt audio, à la fois montrer des diapos, dessiner, etc., pour les visuels. Et puis après, si tu es mieux dans notre façon de faire, dans ce temps d'explication et de prise de connaissance du patient, tu avais toute une partie de qui es-tu, qui je suis, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce qu'on peut faire, mais après, quel est ton terrain? Et le terrain de base, ayant vu les photos, avait besoin dans les 99,99% des cas d'explications sur une technique de gestion de leur bouche. Comment sortir d'un brossage conventionnel où c'est les dentifrices qui sont mis en exergue par la télé et arriver à du micro-détail où le patient va gérer sa cuspide qui est tournée, son machin, son bidule, etc. Tu vois ? Et là, les kinesthésiques sont servis parce que je leur montre en le faisant sur moi et je les guide dans ce qu'ils font eux, tu vois. Et là, tu as balayé quelque chose naturellement au lieu de t'enfiler dans un vecteur. Tiens, celui-là, c'est un visuel. Allez, vous voyez ce que je veux dire? Tenez, regardez bien, etc., qui est présomptueux. On ne peut pas connaître les gens si facilement, mais ça prend du temps. Et donc, c'est là où toi, enfin, c'est ta force finalement. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Hervé, si j'ai bien compris, c'est ce que vous avez appris aux États-Unis. C'est que finalement, le vrai relationnel avec le patient, on le sait tous, ça demande énormément de temps. Et que nous, en tant que technicien, en tant que dentiste, ce temps, on ne l'a pas. Hein. Il faut être. Et puis, c'est pas ça qui fait vivre un cabinet aussi. Enfin, en tout cas, si c'est le dentiste qui le fait, il y a un moment où ça bloque. Et donc ça a été votre force. Voilà, il y a une chose aussi qu'il faut rajouter, c'est que souvent, quand au niveau des praticiens, on parlait de cela, ils avaient l'impression qu'on allait donc les amputer d'une très grosse partie de leur relationnel avec le patient. D'accord. Alors ça, non. Non. Pourquoi? Parce que quand tu as une séance de soins qui démarre par le quart d'heure où il faut rassurer le patient pour techniquement, en plus, pouvoir après faire quelque chose, le mieux est qu'il ait été largement rassuré en amont et qu'on lui ait expliqué bien combien on le respectera. Mais c'est là où c'est un petit peu… Souvent, on dit, oui, mais tu vas perdre, ou le dentiste va perdre sa relation avec le patient. C'est ça. Mais je ne comprends pas du tout ça. Moi, au contraire, c'est ce qui m'a permis de développer. Quand nous, on est au fauteuil, qu'on touche l'autre, qu'on va respirer au même rythme que lui, qu'il va falloir qu'il soit avec toi complètement. Il y a une relation complètement dingue. Beaucoup plus que d'aller discuter de la grand-mère avec quelqu'un et que tu n'arrives pas à soigner là-dedans. Je comprends. Voilà, c'est vraiment grâce à cette organisation que je peux avoir des amis qui sont même plus des clients. Et donc, c'est en fait tout ce temps, parce que c'est du temps et c'est de l'investissement. Alors là, Marie-Jo, c'est ton épouse, mais vous avez aussi embauché des assistantes. J'imagine que les assistantes avaient le même rôle que toi, avaient un rôle de relationnel très important. Donc, il y a un aspect financier aussi. On embauche des personnes pour parler. On pourrait dire que, voilà, où est la rentabilité? Et finalement, tu disais tout à l'heure que quand tu discutais avec ton ami de Chartres, tu t'es rendu compte que ton chiffre d'affaires était équivalent au sien. C'est ça. Oui. En fait, la relation et mettre le patient au centre, cette relation patient au centre de tout, de votre cabinet, c'est ce qui a été le bras de levier pour développer. Voilà. C'est ça? Je crois que c'est surtout ça. Et par rapport aux assistantes, ce qu'il faudrait absolument qu'on arrive vraiment à faire comprendre à l'ensemble de la profession, c'est que ce sont vraiment des valeurs ajoutées bien plus que des charges. C'est-à-dire que lorsque humainement un patient est avec une assistante, il va pouvoir s'ouvrir à cette dernière de choses qu'il ne dirait pas en première intention au praticien. Et il a un avocat de la défense de temps en temps aussi par rapport, ou du moins c'est son ressenti. Et puis, une assistante qui fait valider un plan de traitement, crois-moi qu'elle a de la fierté dans les yeux et qu'elle est largement pas une charge. On revient sur l'organisation. Donc, tu as bien vu, je prends le premier rendez-vous, une petite demi-heure. On revoit le patient. On appelle ça en plan de traitement ou on va appeler ça en plan de traitement. Toi, tu es passé un certain temps. Et c'est là où, effectivement, je vais arriver et au moment où Marie-Jo veut. Et donc, moi, il faut que j'arrive à laisser… Oui, il faut Il faut quand même une bonne stratégie. Je vais le chercher. En fait, on va me chercher. C'est l'intérêt d'avoir plusieurs fauteuils où les gens peuvent rester, on les laisse, on leur sert un petit café, on fait autre chose. Ils ne s'en rendent même pas compte, on est comme chez le coiffeur pour femmes. Pour eux, ça leur paraît tout à fait normal.
D'accord. On leur dit, on va vous laisser à vous reposer, on est en train de faire ça. Voilà. De toute façon, on a le temps, puisque de toute façon, il est encore 5 heures. Donc, il est encore là pendant 5 heures. Donc, Ok. non, mais Le dénominateur de base est 3 heures. l'assistante va prendre la teinte, l'assistante va, délégation, on en reparlera peut-être. Donc moi, j'arrive et je n'ai absolument pas préparé de plan de traitement. D'accord. Ça, c'est une chose que Tu le connais quand même bien. Non, mais c'est une chose. Certains préparent le plan de traitement avant, rédigent même le plan. Non, parce que le plan de traitement, comme on a dit, on arrive à ce que les gens te demandent même plus que ce que toi, tu pourrais penser faire. Oui. Donc le plan de traitement, écoute, on est quand même des dentistes, c'est notre job. On connaît les techniques et en fur et à mesure, en développement avec eux, on va leur proposer plusieurs choses. Et tu peux pas proposer. Et puis, tu en as qui vont t'emmener dans des trucs que tu ne savais même pas que c'était possible. Et donc, grâce à ça, le plan de traitement, il se conduit très, très bien. Tu possèdes ta technique, il faut savoir posséder la technique. Et le plan de traitement est conçu avec lui comme ça. D'accord. Il n'y a qu'un plan de traitement qui est présenté, il n'y en a pas deux. Même si on suggère qu'il faut toujours donner le choix. En fait, on a mis plein de choix. Mais on est arrivé à un plan de traitement. Voilà. Il faut savoir que ce sont les mutuelles qui demandent plusieurs plans. Enfin, nous, de notre époque, ça n'existait pas. Elles ne demandent même pas plusieurs plans de traitement, elles demandent plusieurs devis. Tu peux leur en donner une tonne. Hein, alors, des devis, D'accord. Non, on insiste beaucoup sur devis et plan de traitement. On présente des plans de traitement qui sont accompagnés d'un devis. On ne présente jamais des devis. Oui, si. Voilà. Bon. Et on ne fera rien. Et lors du premier rendez-vous, par exemple, il y a une phrase qui est imposée, que je dis à chaque fois, parce que souvent les gens sont un petit peu inquiets de ce que ça va leur coûter, ce qu'on va leur faire, est-ce qu'ils auront des devis. Oui, bien sûr, vous aurez un devis, je ne vous toucherai pas sans que vous ayez signé en bas du devis, en bas de la feuille. Donc en fait, là je reviens un petit peu aussi sur votre organisation et sur ton poste, Marie-Jo, parce que historiquement, ça s'est fait progressivement. Je vois, tu as commencé à travailler avec Hervé, vous avez commencé à regarder ce que vous pouvez mettre en place, comment vous pouviez développer votre cabinet. Et finalement, de tout ça, tu es arrivé à un rôle dans votre cabinet en fin de carrière, qui était un rôle majeur, qui était ce que j'ai appelé un rôle de coordinatrice, directrice. Je sais pas vraiment si vous aviez mis un nom sur ce rôle. À un moment, c'était mieux. C'est pratique. Quand vous êtes docteur, vous êtes docteur. Vous oui, c'est ça. C'est facile. Moi, à un moment donné, les gens me disaient ça me fait suer, moi, j'ai pas de truc. Qu'est-ce que je Tiens, je suis une clé magnétique. Voilà. Clé magnétique, d'accord. Clé magnétique, coordinateur est le bon mot. Après, si tu es mieux sur ce poste précis, tu as ce côté-là, mais tu as le côté RH. C'est ça. Tu as le côté, comment dirais-je, auditeur qualité, tu vois. Toutes ces petites choses-là font qu'il est difficile de mettre une étiquette sur le poste. Maintenant, c'est tout à fait fragmentable. Tu peux avoir plusieurs personnes qui se partagent, en fait, certains postes. Alors, on avait au sein du cabinet déjà réparti des responsabilités. Il y avait une assistante qui était responsable de la gestion des stocks. Okay. Une qui était responsable de la gestion du stock implantaire. Donc, cette même responsable des stocks gérait le matériel, c'est-à-dire pour tous les déclenchements de maintenance. Tu peux éclater les différentes fonctions. Actuellement, que nous ne sommes plus là, c'est donc Audrey, une assistante qui a repris mon poste de coordination au niveau des patients, de communication, de présentation, plan de traitement, etc. Bien sûr qu'elle n'est pas habilitée à gérer les ressources humaines. Donc, c'est un des deux praticiens qui s'est pris ce poste-là. Et en fait, l'autre va avoir plutôt pris la gestion matérielle du cabinet, le suivi de compta, etc., etc. Tu vois, c'est pas parce que j'étais la femme d'Hervé que le modèle marchait, que c'était un modèle, on va dire. Oui. Je pense que arriver en exudat de culture, c'était mieux. Il y a des besoins de fonction, il y a une fiche de poste. Tu choisis par rapport à cette fiche de poste la personne que tu vas trouver la plus adaptée pour y répondre. Alors, on va tomber dans le truc, est-ce que ça peut être externalisé? Est-ce que ça peut être un directeur de cabinet, prenons les mutuelles, quelqu'un qui soit complètement à l'extérieur? S'il n'y a aucun impact financier, si lui-même, c'était mieux, n'est pas salarié de la mutuelle à qui doit rendre des comptes, ça marchera. S'il y a une dépendance, selon mes critères, ça ne peut pas être authentique, ça peut être manipulateur et ce n'est pas forcément l'intérêt du patient. Et toi, Hervé, si tu devais convaincre un cabinet dentaire, enfin un dentiste, de faire le même choix que ce que tu as fait, c'est-à-dire d'avoir quelqu'un comme Alors moi, Marie-Jo, c'est très simple. Attends, je vais te répondre, c'est très simple. Donc en 2000, on a fait pendant plusieurs années des cours qui duraient 3 jours.
dans D'accord. lequel j'expliquais un petit peu, mais en montrant des détails, en allant un petit peu plus loin. Notre façon de travailler, on essaye de te résumer. Et à la fin des 3 jours, ils disaient, mais en fait, on a besoin d'une Marie-Jo. C'est ça. Voilà. Ils avaient tout compris. J'avais passé tout mon temps à leur expliquer tout ce qu'il fallait faire, mais en fait, oui, ils avaient besoin de Marie-Jo. D'accord. Alors, oui, c'est ce qui va te permettre de multiplier, de pouvoir avoir quelqu'un sur le fauteuil qui a envie de faire quelque chose, qui te remercie de le faire, qui a enfin trouvé quelqu'un qui était à son écoute et qui, voilà, et qui est prêt à mettre le prix qu'il faut pour pouvoir avoir ça. Et puis, si ça ne marche pas, il ne dira pas à son copain que c'est bien et qu'il faut venir. Marie-Jo, tu dirais quels sont quels sont allez, on va dire 2 ou 3 points forts de ton poste? Moi, je mettrais en numéro 1 la relation humaine, parce que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, le relationnel que tu apportes dans le cabinet, que tu apportes avec les patients. Et est-ce que tu vois 2 autres points forts qu'on n'aurait peut-être pas évoqués, qui font que ton poste est aussi important dans le cabinet, ou était aussi important dans le cabinet? Je construisais mon temps à la journée, c'est mieux. Dans un canevas totalement organisé, j'étais le pion libre. D'accord. C'était mieux, hormis les rendez-vous avec des patients, c'était mieux quand Hervé voyait 8 patients, je pouvais n'avoir que 3 ou 4 personnes à voir dans la journée, donc, ou même 2, peu importe. Donc j'étais un pion libre, c'est-à-dire que j'étais en permanence en audit finalement de ce qui se passait en fait ailleurs. Donc, je pouvais intervenir. Après, la polyvalence joue aussi, parce que malgré tout, c'est vrai que j'ai suivi Hervé depuis qu'il était tout bébé dentiste. Donc, c'est vrai que j'ai un peu de connaissances dentaires, j'ai un peu de connaissances sociales aussi, enfin, différentes choses. Donc, j'étais un pion libre, donc j'allais un petit peu partout selon. Donc, il faut choisir une personne qui soit à la fois ouverte, qui soit communicante, qui ne soit pas introvertie évidemment, et puis lui donner du temps. Oui. Comprendre que perdre du temps, c'est souvent beaucoup pour gagner. Oui, c'est ce qui a permis aussi que vous ajustiez en permanence votre organisation. L'organisation, on l'a bien dit au départ, c'est le savoir-faire, la passion, mais entouré quand même d'une raison d'être. Et est-ce que dans votre carrière, dans votre collaboration, du coup, à tous les deux, il y a un moment où vous avez rencontré, vous avez été en difficulté, et même ce que j'aime bien poser comme question aux dentistes en général pendant le podcast, c'est est-ce qu'il y a eu un échec qui pour vous a été vraiment marquant, alors soit pour tous les deux, soit pour l'un des deux dans votre carrière, et cet échec, il a été brillant parce qu'il vous a permis de progresser, et s'il n'avait pas eu lieu, votre vie professionnelle à tous les deux ou à l'un de vous deux n'aurait pas été la même. Est-ce qu'il y a une situation à laquelle vous pensez quand je vous demande ça? Moi, il y a une situation à laquelle je pense, c'était mieux, qui effectivement nous a vraiment bien secoué, c'est les 35 heures. D'accord. Quand les 35 heures sont arrivées en 2002, c'est pas qu'on faisait spécifiquement beaucoup plus d'heures, c'est pas le problème. C'est qu'on venait de faire travailler entre 2000, on a été certifié le cabinet en 2000, entre 98 et 2002, déclenchement des 35 heures, c'était mieux. On a donné beaucoup de puissance au cabinet et il a fallu ressortir les petites rames qu'elles ont sorties elles, que nous avons sorties nous aussi, mais c'était mieux, ça n'a pas été si simple parce que c'était vraiment un choc. On va dire qu'à chaque crise, il y a une opportunité et qu'actuellement, vous vivez quelque chose qui n'est pas forcément simple. Oui. Et j'espère qu'il y aura plein d'opportunités. L'objectif est vraiment dans l'organisation de trouver tous les jours quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas dans ce qu'on voulait faire. Et on le note, et on le sait, et on y travaille dessus. C'est de la richesse, c'est de la manne. Donc, tous les jours, il y a des petites choses qui ne fonctionnent pas, et comment on va pouvoir les modifier, les améliorer. L'améliorer. Oui, voilà, ça c'est le principe même de l'organisation, c'est surtout de ne pas banaliser et de voir qu'on fait plein de bêtises, plein de soins. Donc finalement, tu as adopté encore une procédure de pilote, en tout cas, tu t'es inspiré des procédures de pilote pour… Oui, avant que ça existe même. Oui. Et ça, c'était chaque fin de journée, tu regardais ce que tu n'avais pas réussi. Ah non, c'est chaque fin de mois, parce que c'est noté sur l'ordinateur. Non, ouais, et c'est très important de préciser ça. Si t'es mieux, il ne faut pas tomber dans l'obsession de la chose. C'est ça. C'est-à-dire que, en gros, si t'es mieux, tu as le début. Je crée mon cabinet. Qu'est-ce que je veux comme objectif? Qu'est-ce que je me donne? Bon, voilà, je me donne un objectif que je vais fixer arbitrairement. Okay. Oui. Et puis après, c'est normal. Pendant la première année, on va analyser ses résultats. Alors au début, regardez peut-être à la journée, admettons, et puis après au mois. Mais très rapidement, il faut se contenter de regarder les chiffres qu'au trimestre. Et en fait, Hervé, c'est quelque chose qu'on a travaillé. En fait, à la base, les chiffres, c'est pas très marrant les chiffres. Hein. Donc, on a fait une politique de smiley.
C'est-à-dire que D'accord. soit il avait un smiley qui était normal, lambda, soit le smiley était vraiment heureux, c'est que ça marchait bien, soit il tirait la tronche, il fallait faire quelque chose. Et là, visuellement, tu voyais le smiley et oralement, on détaillait l'affaire. Tu vois, D'accord. Pas c'est-à-dire forcément. que devant l'équipe, on disait bon bah là, voilà pourquoi là on peut être améliorable, etc., etc. Si ça devient obsessionnel, les praticiens vont forcément mal travailler et avoir mal au ventre, comme je te disais tout à l'heure, au bout Mais d'un je moment. reprends par exemple sur la non-conformité. Donc, quand il y a une non-conformité, n'importe qui, une assistante, va dire, voilà, il s'est passé telle chose, tel truc. Est-ce que la santé du Ouais, patient a été est en impactée? jeu. Oui, non, est en jeu. Voilà. Et c'est elle qui le met. Et à la fin du mois, on va analyser tout ça. Mm. Ou moi, je le mets pour moi. Il y a des fois, il faut mieux que je le mette d'abord. Mais Oui, parce que ça passait à la fois par une analyse des chiffres, donc du résultat, c'est-à-dire, si j'ai bien compris, le chiffre oui, d'affaires du cabinet, enfin l'économie, la santé financière de votre cabinet, et ça passait aussi par une évaluation du coup de la qualité, une évaluation voilà, qualité des soins, c'est ça? Et du voilà, tout à relationnel, fait. peut-être, vous évaluez même peut-être un peu le relationnel, je ne sais pas trop. Oui, Oui, c'est ça? oui. Ok. Ouais, tout à fait ça. Bon. On va passer aux petites questions que je réserve pour la fin, parce que je pense qu'on pourrait encore discuter des heures Je peux d'organisation en et prendre une de… parce qu'il y a un truc sur lequel tu es passé très vite. Tu vas parler de délégation. Alors vas-y, dis-moi Hervé. Ah Parce bah qu'à un ouais. moment, tu as très rapidement parlé de délégation et c'est une des choses qui a été difficile à mettre en place au Oui, départ, qui l'est toujours. Moi, j'estime que notre pays ne nous a pas donné les moyens, ne nous le donne toujours pas. Mais en particulier, je me suis battu beaucoup, par exemple, sur la délégation de teinte. Ça peut paraître évident. Je ne sais pas si on délègue la teinte encore aux oui, assistantes. Je crois que dans beaucoup de cabinets, ça pose encore problème. Mais nous, Nos yeux sont meilleurs. d'abord, non, mais sans reprendre de ça, la délégation de la teinte, aux États-Unis, par exemple, c'est les hygiénistes, bien sûr, le prothésiste quand on peut. oui, Mais ça peut être une hygiéniste, ça peut être une assistante à partir du moment où on l'a formée. oui, Donc oui, il faut former ses assistantes et on n'est pas là en train de montrer la teinte en disant bah, tu aimes, même pas, comment tu veux qu'elle… Non, une teinte, depuis toujours, c'est l'assistante qui la prend, qui la gère, qui la transmet, avec qui passe beaucoup de temps. Elle fait des schémas, enfin bon, et des outils. Mais à la fin, de toute façon, c'est moi qui vais poser, c'est moi qui suis responsable. Et si ça ne va pas, Oui, c'est moi le oui, responsable. oui, D'accord? pour tout. C'est clair pour tout. Et Sur un autre ce que plan, je trouve sur très drôle, on reparle par rapport à l'aviation, pour être pilote, bon, on passe un examen médical avant, alors que pour être dentiste, on ne passe pas d'examen médical. Et tu peux très bien être, pas voir bien les couleurs, et oui, pourtant, voilà, tu n'as pas le droit de déléguer ça. Bon, ça m'a toujours paru un peu bizarre. Et puis, bien sûr, il y a toute la délégation. sur un autre plan, par exemple, je prends la délégation de l'AST. oui, C'est mieux. Hervé n'allait pas voir au fur et à mesure si chacune des ST était validée. Par contre, obligatoirement, chaque mois, il avait un rendez-vous avec la responsable de ST qui lui faisait un rapport. Si elle observait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, bien sûr, elle intervenait avant, mais elle convoquait directement le dépanneur ou elle faisait les retouches qu'il y avait, dont il était nécessaire. Pareil pour les achats. Tu fais confiance, tu délègues tes achats. La personne, elle ne va pas venir te consulter à chaque fois qu'il y a quelque chose, tu vois. oui, Donc, il faut donner la formation, confier la mission si elle est acceptée, et simplement faire de l'audit et non pas du contrôle, tu vois. Et d'accord, on peut déléguer beaucoup de choses sans que les gens mettent les mains dans la bouche. On peut déléguer beaucoup plus que ce qui est fait. Pour Beaucoup, vous laisser vous concentrer sur vos bien plans de sûr. Et traitement. puis, tu avais parlé un peu des urgences. oui, 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 C'est toujours les les… questions qu'on nous c'est ça, pose. hein. Et alors, bon, les trucs, est-ce que je garde un petit… Non, les urgences, faut surtout pas prendre une marche parce que d'abord, ça ne marche pas. Et les urgences, c'est quand tu as plusieurs fauteuils et que tu as un patient qui est sur un fauteuil, c'est toujours pendant un long rendez-vous. C'est Oui, jamais… Une urgence, c'est terrible, surtout maintenant, s'il faut défaire avant. Enfin bon, une urgence, c'est pendant un long rendez-vous. On a le temps de le prendre, on a le temps de lui expliquer, on a le temps de faire ce qu'il faut. Il peut rester 2 heures, une urgence, c'est pas un problème. Il est sur le fauteuil, on va s'occuper de lui, et à la L'urgence, fin, il est malade, il a il a… mal, il veut être soulagé. Voilà. Et là, c'est ni un patient, c'est un malade qui a Voilà. mal aux dents, et c'est une urgence. Et puis, il faut distinguer aussi les urgences du cabinet. Une urgence du cabinet, c'est Non-conformité. une non-conformité. Si tu as une provisoire qui est mal scellée et qui se décèle, ce n'est pas une urgence, c'est une non-conformité du cabinet. Et si ça arrive Ça, c'est ton souvent, ça organisation va pas. qui n'est pas bonne. Donc ça, tu dois le noter et le comprendre. d'accord, Et une urgence, c'est 10 minutes quand elle est bien gérée. Mais le patient, 10 minutes, le patient peut rester 1 heure.
Oui. 2 Oui, c'est heures ça. ou 3 heures. Même Ce que tu veux dire, c'est que dans ton organisation, comme tu as plusieurs fauteuils, tu n'as aucun scrupule, comme chez le coiffeur, à faire patienter un patient une Mais non demi-heure. seulement aucun scrupule, mais il est tout content même de rester 3 heures. Il a Ok. plus mal, on va s'occuper de lui, on le rassure, il a tout ce qu'il faut pour lire, il a mal, il est malade. Oui, et Ouais. puis tu as tes assistantes, du coup, enfin, une de tes assistantes qui s'occupe aussi du relationnel, puis de la préparation, de l'après. Exactement. Tout ça fait qu'il se sent pris en charge à 100%, Donc, même si en tant donc docteur, c'est 10 minutes. une vraie urgence, c'est un futur nouveau patient et c'est très C'est important. ça. Voilà. Ok. Bon, merci pour ces précisions, Hervé. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur la délégation? Euh, On pourrait faire beaucoup mieux, mais malheureusement, ça c'est un oui, de mes échecs. À partir du moment où tu ne peux pas aider à les déléguer, tu as un manque de reconnaissance par rapport à nos personnels, et donc nos cabinets pourraient être beaucoup plus performants encore. Oui, c'est un échec institutionnel. oui, c'est ça. C'est parce que légalement, on ne peut pas Notre déléguer en pays ne bouche. donne pas les moyens aux Parce praticiens que de légalement, pleinement s'épanouir, tu vois. oui, ça c'est clair. Et Ok. puis peut-être faudra-t-il Ben, c'est largement vrai rajeunir les instances. qu'actuellement, s'il n'y a pas de délégation, oui, il faut devenir spécialiste parce que C'est la sinon tu faute t'en à la sors pas. profession s'il n'y a pas de délégation. D'accord. Pour conclure, je voulais te poser une petite question que j'aime bien poser à Hervé. Tu disais que tu t'es inspiré du modèle américain dans ton début de carrière. Et est-ce qu'il y a une personne qui t'a inspiré également, qui a beaucoup compté dans ta carrière? Et en quoi cette personne t'a inspiré? Avec des noms Qu'est-ce ou qu'elle t'a avec sans apporté? nom? Avec des noms ou sans Avec nom? un nom, avec son nom, Avec c'est comme plusieurs tu veux. noms. Je vais situer bien sûr Serge Le Texier, qui était un prof, voilà, et c'est lui qui m'a appris les plans de C'est ton traitement. mentor. C'est mon mentor. C'est lui qui m'a appris les plans de traitement globaux, D'accord. voilà, et de faire Romirovski, cette dentisterie-là. On va parler de Romirovski et on va parler également de Machtou. Bachtou. Machtou, c'est quelqu'un qui, en 80, nous disait l'endo, c'est sous-digue avec des instruments stériles, avec un masque et des gants. À l'époque où on n'avait ni masque ni gants. La digue, ce n'est pas une option. La digue, c'était obligatoire et une digue étanche, il insistait tellement là-dessus, étanche et stérile. C'était évident. J'ai jamais dire que la digue, tu la poses, tu la rends étanche et tu la stérilises. Voilà, c'est Il y avait de évident. très belles On était personnes. en 80. Et donc, je dois reconnaître qu'après 40 ans, quand je vois tout ça qui a été perdu, ouais, c'est un petit peu dommage. Ouais. Pas tout le temps. Enfin, pas pour tout le monde en tout cas. Pas Personnellement, je tout le me l'ai temps, non, dit, non, Hervé. non, pas tout le temps. Mais disons Tu que lui donnes du baume à l'âme, Marie. Oui. Je te ferai des petites photos de ma digue bien étanche. et stérile. Oui, mais on était en 80. À l'époque, on ne mettait pas de masque, on ne mettait pas de gants, Oui. il n'y avait pas de lunettes. Et oui, forcément, on était avec des aides optiques. On était Oui. en 80. Donc oui, il avait. Et puis effectivement, voilà, ces autres-là. Ouais. Et D'accord. puis nous avons eu la chance de connaître Brenmark, forcément. Au Oui. biberon. Voilà. Mais c'est tellement. C'est pas que pour moi. Là, c'est pour la profession. C'est tellement. Moi, j'ai aussi des belles personnes. J'ai quand même eu, à travers l'info dentaire, c'était mieux un parcours assez intéressant. Oui. Et l'initiatrice, c'était Marilène Scani, qui était la directrice de l'info dentaire à l'époque. Il y a eu Marc Rohr. Et puis, il y a surtout notre Tourangeau, comment s'appelle-t-il, prof de Nantes. Ah oui. Eh ben Ah oui. bah oui. François Inger. François Inger. François Inger. Oui, D'accord. bien sûr. Si Voilà. pas François, ça ne va Ça, pas. ce Oui. sont vraiment des très belles personnes qui, au niveau rédactionnel, au niveau. À tout Nous ont niveau, obligés à sortir de notre zone de vraiment, confort voilà. pour certaines choses. Sortir de notre zone de On confort parlera parce de que, Brassard aussi. en fait, il y a un truc Forcément. qu'il faut dire, c'est que nous sommes. Enfin, Hervé n'est absolument pas un cursus universitaire post-diplôme, tu Oui, vois. c'est ça. Donc, à un moment, quand tu as des valeurs et des idées que tu penses en fait utiles, maintenant, on est largement en recul par rapport à ça. Mais en fait, sur la crise de la quarantaine, il valait mieux qu'elle se fasse comme ça. On voulait s'exprimer. Eh bien, en l'occurrence, c'était mieux. C'est comme ça qu'on est aussi parti sur l'ISO. C'est qu'on s'est dit, puisque nous n'avons pas cette reconnaissance, on va dire, universitaire, on va avoir une autre reconnaissance qui est une reconnaissance d'entreprise. Ça fait hurler tout le monde. On est toujours à l'époque de l'art dentaire. Mais Oui. c'était mieux. On a pris des modèles qui venaient aussi bien de l'industrie chimique, de l'industrie métallurgique. On est allé dans la diversité des entreprises qu'on pouvait. Et on a constaté que ces gens-là avaient des règles communes.
On a eu des auditeurs qui ont été informaticiens, qui ont été vétérinaires, qui ont été pharmaciens, qui ont été informaticiens. Tous ces gens-là, ils avaient des règles communes. Donc, on s'est fatalement dit en quoi le dentaire échappe aux règles, tu vois. Et c'est tout ce petit truc-là qui nous a construits. Et on remercie tous ces gens-là. C'est important. Et est-ce qu'il y a un livre également qui vous a inspiré ou qui vous a marqué, un livre que vous recommanderiez? Je t'ai sorti celui-ci. D'accord. Le but, alors tu vois ça, c'est comment gérer la production. lier la production. Gérer la C'est production. vraiment comme une usine. Enfin voilà, c'est très très intéressant. Excellent sur les ouvrage. goulots, comment trouver ces goulots, comment faire que les actes suivent, pourquoi il faut que ça suive. Excellent ouvrage. Et c'est qui l'auteur? Alors, l'auteur, il s'appelle Eliyahu M. Goldratt. Ok, ça marche. Et Cox. Alors, Marie-Jo, c'est beaucoup plus ludique. Parce que finalement, on se rend compte que dans les BD, il y a un exudat de culture que tu ne peux pas comparer à autre chose. Donc, les BD, c'est communication, je me marre, management, je me marre. Mais t'en as d'autres. C'est quelqu'un qui a été excessivement prolifique. C'est des dessins assez simples. Pour durer dans l'entreprise, il faut savoir utiliser 50% de son énergie pour économiser les 50% restants. J'ai ouvert la page au hasard. Oui. Mais c'est vrai que si tu veux valoriser 50% de ton temps, il faut que tu organises les 50 en amont. Tu vois ? Et puis alors, la Bible de la communication, et je suis contente de te le montrer parce que c'est un français. Si tu regardes, il est marqué tout partout. À noter pour ne plus vivre sur la planète Terre. Terre, T-A-I-R. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça, je vois ça, Jacques Salomé. Je le vois bien. Tu te vois en petit, mais elle te voit en grand. Ça, c'est un Français. C'est une belle personne qui a écrit des jolies choses. Voilà. Bon, et ben merci beaucoup tous les deux. Est-ce que vous avez un conseil que vous aimeriez partager avant qu'on se quitte pour les dentistes qui nous écoutent, qui aimeraient améliorer leur organisation ou voilà, un conseil inspirant? Soyez authentique pour redevenir performant. D'accord. Oui, je trouve qu'il y a une chose qui m'a beaucoup aidé. C'est un mot que Marie-Jo prononce. Enfin, c'est change les mots, ça change les choses. Et en fait, pendant des années, on est parti en disant on va aller voir nos amis. Oui. Voilà. Et non pas on va aller travailler, et non pas on va aller voir nos clients, et non pas. Ouais. Non, on va aller voir nos amis. Belle conclusion. Merci beaucoup à tous les deux. J'ai pris beaucoup de plaisir à discuter avec vous. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir écouté ce nouvel épisode du C2S Dental Talk. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a beaucoup apporté, alors nous vous serions vraiment très reconnaissants si vous preniez 2 petites minutes de votre temps pour aller nous mettre une note et ou un avis sur l'application Apple Podcast ou sur YouTube. C'est ce qui nous aide vraiment, c'est ce qui nous permet de connaître vos retours d'écoute, vos retours d'expérience et c'est ce qui nous permet aussi de faire connaître le podcast et d'en faire bénéficier à encore plus de praticiens. Alors, merci à vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.